Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous allez aussi bien que moi. Et pourquoi est-ce que moi je vais bien? Tout simplement parce que j'ai un échange prévu avec Mathieu de Sport Posture Conseil sur le grand combat qui arrive ce week-end entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Mathieu, tout d'abord, comment vas-tu? Hello, ça va top, Chris, et toi? Ça a l'air d'être le feu là aujourd'hui. Ouais, oui, c'est un peu le feu, mais tout va bien, surtout quand on peut échanger sur ce genre de sujet. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne t'ont jamais vu sur la chaîne, on te présente, je te laisse te présenter rapidement. Ok, bah Mathieu Toulza, j'ai monté une structure qui s'appelle Sport Posture Conseil. Je travaille habituellement avec mon binôme, ami, partenaire Xavier Dix, qui a pas pu être dispo pour ce matin. Notre objectif à nous, en fait, c'est tout simplement via notre structure d'aider les combattants, soit en présentiel, soit en distanciel, à travailler à la fois sur eux, mais également sur leur adversaire, en utilisant différents leviers qu'on appelle les morphopréférences et qu'on va décrire rapidement. Voilà. Et donc pour mettre en avant votre excellent travail, on a déjà fait 2 podcasts ensemble et là on part sur le troisième. Celui-ci portera sur le combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou avec des morphotypes quand même relativement différents si je ne dis pas de bêtises. Mais étant donné que c'est ton expertise, je vais te laisser en parler toi à notre audience. Je vais essayer de rebondir sur les points qui me semblent les plus pertinents, les plus intéressants par rapport à ce combat et par rapport à l'angle d'analyse que tu prends. Et tu nous as, comme d'habitude, préparé de beaux slides. Donc, je propose qu'on soit parti. Alors oui, on va peut-être faire un petit disclaimer. Sur le dernier podcast qu'on avait fait ensemble, c'était Khamzat Chimaev contre Paulo Costa qui malheureusement avait été annulé. Tu avais passé 30 heures par combattant pour réaliser le podcast. Ici, c'est quelque chose d'un peu plus digeste que tu Oui, vas voilà. nous proposer. Oui, voilà, c'est déjà, pardon, excusez-moi, c'est déjà beaucoup plus condensé, bah, à la fois parce que la boxe, il y a un peu moins de variété, on va voir après rapidement par rapport au MMA, et puis aussi parce que l'idée, c'était voilà, c'est d'essayer d'apporter des petits points clés. Tu as déjà fait sur la chaîne une analyse fouillée, je crois, avec Brian notamment hier, et du coup, l'idée, c'est d'essayer d'apporter un petit peu une vision un peu complémentaire à celle qui a été la vôtre, plus axée stratégie, plus axée tactique. Et donc de cheminer le long des morphopréférences comme on l'avait déjà fait à 2 reprises sur les vidéos passées. Donc là aujourd'hui on va parler voilà du combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Si on veut essayer un petit peu de comprendre, pour venir compléter encore une fois ce que vous avez proposé sur la chaîne déjà, si on veut essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer dans la tactique, dans la manière d'appliquer la tactique, la stratégie, etc., il convient de s'intéresser un peu à des éléments, on va dire, qui ont trait à la survie, quelque chose qui impacte directement la manière qu'a le combattant de bouger et de se comporter sur le ring. Et en l'occurrence, ce sont ces 5 critères: énergie, structure, nerveux, technique, stratégie. Bon, je m'attarderai pas sur la stratégie et très légèrement sur la technique, parce que vous l'avez déjà fait, notamment pour la stratégie avec Brian, mais on regardera peut-être un petit peu plus le point 1, le point 2 et le point 3. Quand on veut parler de la boxe, puisqu'habituellement on parle plutôt du MMA, mais quand on veut parler de la boxe, comme toujours, faut essayer de comprendre un petit peu quel est le contexte. Alors, c'est un peu moins varié que le MMA. La boxe, si on devait encore une fois faire une synthèse rapide, c'est plutôt 2 niveaux, mais 2 niveaux sur la partie haute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone cible d'un combattant, c'est ou la tête ou le buste de l'adversaire, mais il n'y a pas de single leg, double leg, de lutte au sol, etc. Mais c'est important de le comprendre parce qu'encore une fois, si on veut essayer de comprendre un peu comment le corps bouge dans le mouvement, bah, il peut être intéressant de savoir quelle va être les zones cibles de chacun des combattants. Donc, je vous propose Alors maintenant. Vas-y, ici, je David. fais une petite nuance parce que je sais qu'il y aura aussi des fans de boxe anglaise qui vont venir ici. C'est pas parce qu'on dit que la boxe est moins variée que Oui, c'est une insulte quelconque. Ce non. qui se passe, c'est que quand tu as un sport où il y a plus d'options, tu vas avoir un arsenal technique plus large. Quand tu as moins d'options, étant donné que c'est plus compliqué du coup d'attaquer ton adversaire parce qu'il y a moins de zones, il y a moins de cibles, il y a moins d'options d'attaque, ben, tu vas être plus peaufiné dans ta technique, plus parfait dedans. Donc c'est 2 logiques différentes et je pense que ça complémente très très bien ce que tu dis, étant donné qu'il y a il y a moins d'options. Il faut mieux travailler le peu d'options qui s'offrent à nous selon les règles du sport. Exactement, ouais. On a la même chose dans le taekwondo, où il y a que les jambes, enfin tous ces sports ultra techniques, ultra sur une discipline, une zone donnée. Et donc, pour revenir du coup à la boxe, si on essaie de comprendre un petit peu le versant énergie, puisque là, si on veut essayer de comprendre le contexte et comment les mouvements vont être impactés, la stratégie et autres, il faut d'abord s'attarder sur le degré d'énergie. On avait défini au préalable dans les vidéos précédentes que l'énergie, c'était vraiment l'élément moteur, l'élément majeur avant quoi qu'il advienne par la suite. C'est-à-dire qu'en gros,
sans énergie, le combattant n'est rien. Or, il se trouve que là, c'est vrai que Francis Ngannou va directement sur le terrain de Tyson Fury, c'est-à-dire qu'on passe, je crois que c'est un combat en 10 rounds, quelque chose que n'a jamais vécu Francis. Donc c'est véritablement une inconnue, et c'est pour ça que si on regarde le petit tableau sur la droite de la slide, j'ai mis tout simplement des plus et des moins quand il s'agissait d'être plutôt en faveur d'un combattant ou de l'autre, et qu'on voit que globalement sur le versant énergie, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de Tyson Fury. Donc la durée 10 rounds, donc c'est énorme en termes d'énergie à dépenser. Surtout que Francis, habituellement, on sait que en tous les cas au MMA, il faisait surtout la différence dans les premiers rounds et que plus le temps passait, plus la chance de survie, si on ose parler ainsi, était grande face à lui. Là, 10 rounds, ça me paraît quelque chose de considérable pour voir un peu comment il va être capable de digérer ça. Parenthèse, si on regarde bien ses préparations et ses vidéos dernièrement, il fait beaucoup plus de cardio, tout du moins il en monte beaucoup plus, avec de la corde à sauter, des déplacements, de la course à pied sur home trainer. Donc ça c'est quand même intéressant sur tapis de course, c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'il essaye vraiment de mettre peut-être un peu plus, tout du moins c'est ce qu'il a montré un peu plus sur ses réseaux, l'accent sur le cardio. Est-ce que ça suffira? Reste à voir. Après il va y avoir, vas-y. Ah non, j'acquiesçais, non. mais du coup, je vais alimenter ce que tu viens de dire, puisque Brian en a parlé dans le podcast ensemble, parce que Brian, c'est un combattant de MMA qui fait énormément de boxe anglaise depuis le Covid, et il a vraiment dit qu'il y a une énorme différence. C'est pas parce que, enfin, par exemple, si tu fais du MMA, tu vas faire 3 rounds de 5 minutes, ça s'additionne sur 15 minutes. Donc, tu aurais tendance à dire que 5 rounds de boxe anglaise, tu pourrais les tenir aussi, parce que ce serait 5 x 3 plutôt que 3 x 5. Et pourtant, il dit le cardio est complètement différent. Donc, un combattant de MMA qui va comme ça du jour au lendemain en boxe anglaise, c'est comme un poisson hors de l'eau. Mais attention, au même titre qu'un boxeur anglais viendrait en MMA, ce serait complètement différent. Il a pris des exemples. J'ai oublié d'en citer un. J'avais quelqu'un qui faisait des Ironman, qui suivait mes cours. Et quand j'ai demandé de faire 3 minutes de grappling, il était épuisé. Donc, chaque sport a son type de dépense d'énergie et il faut s'habituer à ça. Donc, c'est logique que Francis Ngannou travaille là-dessus et mette l'accent dessus parce que c'est une énorme différence et c'est ultra important. Mais ce que disait Brian dans notre podcast, c'est que si tu prends pas 1 an pour changer ta gestion d'énergie et ta façon de dépenser cette énergie, ce sera pas assez. Donc ici, Francis Ngannou, voilà, c'est bien qu'il travaille dessus, mais tu fais bien de mettre un plus du côté de Fury et on aurait pu mettre plus, je pense, parce Exactement. que ce sera pas assez. Il y a un élément que j'ai pas mis dans le tableau et qui, de mon point de vue, est déterminant, ça va être la manière, parce que là, Francis, il va clairement dans le terrain de Tyson Fury, il affronte pas n'importe qui, il se met direct le top du top du top de la KT, donc on peut considérer que d'emblée, il va prendre plus 10, voire plus 15 de pulsations, même au repos. Tout Francis Ngannou qu'il est très fort, etc., ça n'a rien à voir, c'est un autre environnement, et comme tout animal stressé, la tension va augmenter, donc déjà avant même de combattre, les pulsations vont être plus élevées, donc quelque part il accélère avec le frein encore à main en place, et du coup il va déjà consommer de l'énergie. Donc ça aussi c'est quelque chose qui va être très impactant, le fait de changer de contexte et d'éléments. Si on continue à cheminer un petit peu sur ces éléments qui peuvent impacter l'énergie, il y a le nombre de frappes. Tu viens de l'écrire indirectement en parlant de Brian et de ce qu'il avait ressenti. C'est vrai qu'en boxe, le nombre de frappes moyen par round est considérablement plus élevé que celui qu'il y a en MMA. Donc déjà, sa capacité à produire du volume de coups va potentiellement impacter également son degré d'énergie, sachant que Francis, on le verra un petit peu après par la suite, il est très musculeux. Donc oui, il a du volume musculaire, donc c'est un versant force qui est très intéressant. Le revers de la médaille, c'est que ça congestionne vite et que du coup, il faudra qu'on voit comment il arrive à gérer son débit de coups. Ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, sur lequel il faut se questionner. Le troisième élément que j'ai mis dans ce tableau, c'est le versant adverse, c'est-à-dire la résistance à la frappe, c'est-à-dire tête plus corps. Même s'il est protégé, même s'il est en garde, il n'empêche qu'à chacune des frappes, il y a un nombre de chocs qui se propagent. Quand c'est au niveau du buste, c'est au niveau des organes et des viscères, ou même de la structure à proprement parler. Et quand c'est au niveau de la tête, c'est la boîte crânienne avec le cerveau. En MMA, si on regarde Ngannou, il prend des coups au niveau de la tête, mais il n'en prend pas tant que ça en fait. Souvent, quand il est attaqué, il a tendance à reculer. Il va rarement au contact corps à corps, sauf quand il y est vraiment forcé. Donc, il n'a pas pris tant de coups que ça, et donc on n'a pas trop de recul. Oui, il en a pris, mais on n'a pas trop de recul sur la quantité de coups, sa capacité à encaisser un certain nombre de coups. Et ça encore, ça va impacter énormément son degré d'énergie, à la fois que ce soit des coups sur le plan de la structure du buste ou bien au niveau de la tête. Donc ça reste une inconnue et ça va plutôt dans le sens de Tyson Fury, encore une fois. Donc un plus plutôt pour Tyson Fury.
Enfin, les déplacements qui vont être un élément déterminant, parce qu'un ring de boxe, les cordes, elles vous renvoient naturellement un petit peu vers l'axe ou tout du moins vers le centre du ring. Donc en fait, dès qu'on essaye un peu de se coller contre la corde, si on y va en rebond, elle vous renvoie comme l'énergie inverse que vous lui avez produite. Et du coup, c'est quelque chose qui va l'obliger à être en déplacement permanent. Surtout que Tyson Fury aime, lui, paradoxalement, malgré sa taille et son corps, pas mal bouger. Donc je pense que il va lui mettre énormément de pression à ce niveau-là, et ça va être intéressant de voir comment Francis arrive à gérer ce degré d'énergie. Et l'impuissance et l'inconnu supplémentaire, c'est quelle capacité d'énergie est capable de produire Francis avec des gants de boxe. Encore une fois, aujourd'hui, ça reste une inconnue. On ne sait absolument pas. Est-ce que son KO power, son côté cogneur, frappe, va être toujours aussi impactant. En MMA, en moyenne, c'est un KO tous les 17 ou 18 coups. Ça voudrait donc dire que s'il y a entre 20 et 30 coups dans le premier round en boxe, est-ce qu'il devrait pouvoir coucher Fury si on s'en tenait aux statistiques pures et dures? Or là, c'est pas du tout des gants de la même épaisseur, ni même la même manière de combattre. Donc ça reste une inconnue. Enfin, pour tempérer un peu ce côté, on va dire plutôt en défaveur de Francis, du côté de Tyson, même si tu as répondu déjà en grande partie hier avec le podcast avec Brian, globalement, c'est de se dire comment Tyson va avoir préparé ce combat face à Francis. Est-ce qu'il va le prendre un peu à la légère, auquel cas, attention, danger, ou est-ce qu'au contraire, il va le prendre peut-être comme une sorte de sas d'échauffement en vue de son combat à venir face à Usyk? Ça, je dirais que déjà à la pesée, rien qu'à l'apparence visuelle du corps de Fury, même si ça n'a jamais été un esthète, il n'empêche qu'on verra déjà globalement quelle a été sa préparation physique. Ouais. Alors, je vais continuer. Donc, par rapport au volume de frappe, donc tu as raison, hein, en boxe anglaise, c'est considérablement au-dessus qu'en MMA, notamment parce qu'il y a l'appréhension des amenés au sol qui fait qu'on se met à une distance plus lointaine, qui fait qu'on est un peu plus, je vais pas dire attentiste, mais que forcément le volume est plus bas, alors qu'en boxe anglaise, on a une distance plus rapprochée, ce qui pousse un tout petit peu plus à l'action. En plus de ça, Francis Ngannou, c'était pas un combattant volumineux, c'était plus un contreur qui était plutôt dans l'attente. Il touchait en moyenne ses adversaires 2,33 fois à la minute et se faisait toucher en retour 2,16 fois à la minute. C'est très très bas, hein, comme volume de jeu, donc il est clairement pas habitué au type de dynamique qu'on peut avoir face à un Tyson Fury en boxe anglaise. Voilà, et donc ça vraiment, il va falloir qu'il pèse ses coups, sans mauvais jeu de mots, parce qu'à chaque fois, c'est une grande dépense d'énergie engagée par lui. Du coup, pour venir compléter ce versant énergie, maintenant attardons-nous un petit peu sur les éléments qui vont être, ou quelques éléments qui vont être impactants dans leur forme de corps. Évidemment, en boxe, ce qu'on regarde, et ça c'est les premières données morpho qui sont annoncées par les organisations, c'est la taille du combattant. Donc chez Tyson Fury, on est à 2,6 m, 206 cm. Chez Ngannou, on est à 1,93 m. Donc ça fait un delta globalement de 13 cm d'écart en faveur de Tyson Fury. Donc Tyson Fury est plus haut que Francis Ngannou. Qu'est-ce que ça induit dans la manière de combattre? Ça va induire que Francis Ngannou, s'il veut aller chercher le KO, on va dire à la tête, ça va être peut-être plus congestionnant parce qu'il va falloir frapper plus haut. Frapper plus haut, c'est un travail accru sur ses épaules, sur ses bras. Vu la longueur de ses bras, on peut imaginer la contrainte musculaire, la contrainte nerveuse, la contrainte structurelle tout simplement que ça va être, et que ça va potentiellement congestionner encore plus. Et le versant retour, c'est que lui, Tyson Fury, va travailler en niveau un peu plus bas par rapport à sa taille globale, et que du coup, si Ngannou veut se protéger, il va devoir monter plus haut ses bras pour devoir protéger sa tête un peu plus haut qu'il ne le ferait face à des combattants de MMA qui étaient en moyenne soit de sa taille, soit un peu plus petits que lui, et du coup, parmi ceux qu'il avait rencontrés, et du coup, ça va changer également l'appréhension qu'il a au niveau des coups. Donc ça va favoriser la congestion des épaules. Et on sait qu'au niveau des épaules en boxe, c'est considérable. Les gars mettent un travail vraiment, habituellement, le boxeur travaille beaucoup la résistance à l'effort des épaules, parce que à partir du moment où les épaules saturent, les bras baissent, et quand les bras baissent, clairement, c'est la porte ouverte au chaos. Quand on regarde l'envergure de bras, on a 2,16 m pour Tyson Fury, alors 2,10 m, 2,11 m selon les sources pour Francis. Alors pour le coup, le delta il est entre guillemets que de 6 cm, c'est à la fois peu et beaucoup, mais c'est peu comparativement à la différence de taille, mais c'est beaucoup parce que 6 cm, ça touche ou ça touche pas, ça fait 3 cm de part et d'autre. Enfin, si on regarde également au niveau de cette envergure de bras, on peut considérer que certes 2,16 m d'envergure, c'est beaucoup pour Tyson Fury, mais ramené à sa taille, c'est pas tant que ça. Ça revient à 1,04 fois sa taille, ce qui est un ratio, on va dire, pour des sports de combat correct, mais c'est pas ouf. Par contre, Francis Ngannou, c'est un ratio de 1,08, 1,09 si on monte un petit peu. Et du coup, clairement, on peut considérer qu'en termes d'envergure, quand on s'intéresse au ratio corporel, l'envergure de bras ramenée à sa taille, pour Francis, est vraiment un de ses éléments forts, alors que Tyson, lui, on va dire que c'est correct, mais c'est pas déterminant.
Et du coup, tout cela, ça appelle à quoi? On a dit que la boxe, si on devait la résumer, si je devais moi la synthétiser en 3 temps, il y a une distance, on va dire, un peu longue, c'est-à-dire une distance un peu hors de segment de bras, qui nécessite peut-être un appel avant de rentrer dans la distance de l'autre. Donc, on va appeler ça la distance éloignée. Après, il y a la distance, on va dire, rapprochée, c'est celle où on est clairement au contact de bras, donc bras tendus ou légèrement crochets. Et puis il y a celle au contact, vraiment celle où on est très très proche, celle qui affectionnait tout particulièrement Mike Tyson, en étant non pas buste contre buste, mais vraiment corps à corps. Et là, on commence à voir apparaître des nuances. Pourquoi? Parce que si on regarde clairement la distance bras tendu au vu de l'envergure de bras de Tyson, ce sera plutôt en faveur de Tyson Fury. Par contre, au contact, c'est-à-dire à partir du moment où on rentre dans la garde de l'adversaire de l'autre, ce serait plutôt en faveur de Ngannou. À la fois parce que Ngannou a potentiellement une envergure un peu plus courte, mais aussi parce que quand on s'attarde sur les longueurs segmentaires, les longueurs de bras, on verra que Fury a plutôt un numérus long. L'humérus, c'est cette partie-là du bras, d'accord? Alors que si vous regardez, on verra après la différence, si vous regardez ici, comme ils sont comparativement, l'humérus de Ngannou, il est beaucoup plus court comparé à sa longueur d'avant-bras. Et du coup, quand vous êtes amené à plier le bras, donc si vous êtes en distance proche, potentiellement avoir un numérus court par rapport à un bras long, c'est plus favorable qu'à quelqu'un qui a un numérus long par rapport à un avant-bras un peu plus court. Très intéressant. D'où cette nuance que j'ai mis ici, distance bras tendu plus pour Fury, moins pour Ngannou, distance bras fléchi, ça s'inverse. Quand on regarde Tyson Fury, donc là on va faire un petit zoom, un petit effet loupe. On revoit ici donc beaucoup mieux ses humérus. Vous voyez, ils sont vraiment colossaux. D'ailleurs, il a beaucoup de masse musculaire ramenée à son corps autour de ses humérus, alors que quand vous regardez ses avant-bras, ils sont beaucoup plus filaires, beaucoup plus fins. Quand on essaye de comprendre la forme de corps de Tyson Fury, c'est quoi? C'est globalement un cube. Vous voyez, donc ce que j'appelle le cube, c'est le buste, avec un bassin très large ramené à sa largeur d'épaule. Donc ça a des avantages et des inconvénients. On verra rapidement après ce que ça donne. Donc c'est clairement une structure cubique positionnée plutôt haute sur des membres inférieurs, ce qu'on appelle des jambes ou des tiges, relativement filaires. Évidemment qu'il y a de la masse musculaire, mais quand on comparera à Francis, on verra clairement qu'il a des quadriceps plutôt effilés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une longueur tendineuse. Vous voyez sous la petite flèche, bleu ciel, on voit ici le quadriceps et en dessous, on voit le tendon qui est relativement long. Donc, ça favorise des mouvements de type élastique, plutôt étirement, excentrique, plutôt rebond. Et quand on regarde les mollets, pareil, c'est des mollets plutôt filaires. Donc, ça s'additionne aux longueurs tendino-musculaires de la cuisse et ça favorise plutôt une énergie élastique. On verra que c'est un intérêt certain parce que dans sa manière de bouger, clairement, il l'utilise avec ce versant-là. Donc c'est un côté plus agile et plus axé sur le déplacement, c'est ça? Exactement. Okay. Et il y a quelque chose qui est un peu antinomique avec ça, c'est que paradoxalement, il a un bassin large. Donc un bassin large, ça favorise plutôt l'ancrage au sol. Et on pourrait dire, mince, ça va être un frein dans sa manière de bouger, mais on verra qu'il utilise ce bassin large de manière un peu différente. Cet élastique dans le mouvement lui permet justement de s'activer, mettre du rebond. Et ce bassin large lui permet de s'ancrer beaucoup plus au sol quand il est proche de ses adversaires. Il a beaucoup fait face à Deontay Wilder, où des fois il était fixé au sol. Un peu comme faisait Georges Saint-Pierre, c'est-à-dire que tu as les pieds qui sont dans la garde de l'adversaire et tu travailles un peu comme un combat, c'est-à-dire que tu bouges ton bassin, tu rentres, tu sors, tu sors. Et un bassin large, c'est propice à ça parce que tu es ancré, tu peux faire des mouvements avant-arrière ou latéraux qui te permettent de rentrer dans la garde et de sortir sans bouger des pieds. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, Ngannou le fait très bien. Il avait mis d'ailleurs notamment un gros crochet à Deontay Wilder en utilisant cette stratégie-là. Oui, Tyson Fury. Tyson Fury, pardon, voilà. Tyson Fury avait mis un gros crochet à Deontay Wilder à cette occasion. Ouais. Hop. Alors ici, quand on regarde Francis, alors là pour le coup, on voit quelqu'un de beaucoup plus athlétique, au sens où on l'entend, imaginaire collectif. On a l'impression d'un corps de masse musculaire beaucoup plus équilibré. Je reviens pas sur son envergure de bras qu'on a déjà décrite précédemment, mais elle est quand même importante parce que c'est vraiment un élément essentiel. Encore une fois, un avant-bras long sur un numérus relativement court, le tout ramené à un membre supérieur longiligne, et ça favorise des mouvements vraiment très impactants. C'est des leviers favorables pour frapper loin et pour frapper fort. La contrainte, c'est que sur le plan musculaire, c'est extrêmement énergivore parce que pour produire du mouvement de la force, du coup, et résister à la contrainte au moment de l'impact, ça nécessite un gros volume et une grosse capacité de force. Quand on regarde ses cuisses, et là, pour le coup, la cuisse parle, regardez le volume musculaire du quadriceps de Francis. Il est massif, d'accord? C'est sur sa jambe gauche. On voit un tendon qui est un peu plus court que celui de Tyson, et du coup on peut supposer que un gros volume musculaire, quand on regarde un corps et qu'on voit un volume musculaire, on voit de la force. Quand on voit un muscle à longueur musculaire égale plus filaire, on voit plutôt de la vitesse. On est d'accord, c'est pas que de la vitesse ou que de la force, c'est une association de paramètres, mais globalement là on essaie de dégager des tendances pour faire émerger des effets visuels. Donc Francis, c'est plutôt de la force. D'ailleurs
il le caractérise bien et c'est l'usage qu'il en fait. Et le fait que tu aies décrit en préambule qu'il faisait sa propension à donner des coups était relativement limitée, parce que intrinsèquement son système nerveux a conscience que il produit beaucoup de force, mais attention, c'est pas une énergie inépuisable, donc faut la distiller à bon escient. Donc là, c'est vraiment intéressant et on voit également que Francis, ramené à sa largeur d'épaule, a un bassin un peu plus étroit et du coup, encore une fois, ça a des vertus et des inconvénients qu'on va essayer de déterminer par la suite. Dernier petit élément, il a des mollets relativement courts. Donc le mollet, c'est la partie postérieure de jambe située juste en dessous de l'interligne du genou. Les mollets sont relativement courts, mais malgré ça, il y a quand même un peu de volume. C'est des mollets qu'on retrouvera beaucoup chez des sprinteurs ou chez des athlètes d'origine antillaise, parce qu'ils ont des mollets au perché, donc avec des tendons d'Achille plutôt assez longs, avec des avantages et des inconvénients à avoir ce genre de structure. Alors, entre ces deux slides, je permets de faire une petite parenthèse parce qu'il y a pas mal d'éléments qu'on avait dit en début de podcast et sur lesquels je voulais rebondir par rapport à Francis Ngannou. Et je pense que c'est le moment idéal. Donc, on avait vu que Francis Ngannou avait un faible volume de frappe, notamment par le fait que il sait très bien qu'il peut pas envoyer des frappes puissantes en nombre sur 15 ou 25 minutes. On a dit aussi que plus un combat avançait contre Francis Ngannou, plus on savait que le facteur risque de prendre un KO diminuait parce que l'intensité ou la puissance de ses frappes. Et donc, quand tu dis puissance, on est d'accord, c'est vitesse multipliée par force, et que Ngannou, c'est plus de la force qui amène la puissance et non la vitesse. La seule fois où il a gagné sur 5 rounds, c'est en commençant à travailler la lutte à partir du 3e round. Et on parlait toujours d'un ajustement en combat qu'il a fait contre Cyril. C'était peut-être quelque chose qu'il savait aussi, que Eric Nikspeak, son coach, lui avait peut-être dit, bon, si un jour tu rentres dans le 3e round, il faut commencer à penser à lutter parce que ton efficacité debout sera moindre. Donc, c'est de la spéculation, mais c'est pas impossible que ça n'ait pas été juste un ajustement en combat par rapport à la dynamique du combat, mais que c'était prédit que voilà, si tu rentres dans un 3e round, il faut que tu commences à lutter parce que sinon tu seras de plus en plus ouvert debout. Exactement. Il avait eu cette mauvaise expérience, pardon, si je veux dire, contre Miocic, qui avait résisté aux 2 premières rounds. Et puis, après, on avait vu clairement l'énergie de Francis décliner au fur et à mesure des rounds, quoi. Hop. Donc là, il me paraissait, quand on essaie de comprendre, donc on a discuté un peu de l'énergie, donc des contextes, du paramètre qui allait influer le degré d'énergie des combattants, est-ce que ça allait avoir comme répercussion sur leur technique. On a parlé un peu de la structure, pour voir des points clés, on va dire, de leur structure et voir du coup quelle compétence allait avoir ce corps à bouger dans l'environnement de la boxe. Mais là, ce qui me paraît intéressant pour essayer de comprendre le mouvement chez Francis, c'est de se dire que, alors, après, on ne sait pas à quel point Mike Tyson l'a coaché ou entraîné. Il y a eu beaucoup de vidéos. Où est la part de marketing? Où est la part de conseils réels? Certainement dans un entre-deux. Cela étant dit, quand on regarde les consignes que lui donne Mike Tyson, il lui donne beaucoup de consignes, Mike, qui fonctionnaient pour lui. Et comme je l'ai dit en préambule, la forme de corps et la manière de bouger de Francis Ngannou n'est absolument pas la même que celle de Mike Tyson. Attardons-nous rapidement sur quelques points clés. La taille de Mike, selon les sites, c'est entre 1m78 et 1m80, donc la taille globale. La taille de Francis, c'est 1m93. Donc ça, à la rigueur, bon, il y a quand même 15 cm d'écart, mais c'est ce qui va nous intéresser surtout, c'est de comprendre globalement qu'est-ce qui se passe sur l'envergure de bras. Quand on regarde l'envergure de bras, là, pour le coup, il y a un vrai delta. 1m80 pour Tyson, 2m10 pour Francis. Ça veut dire qu'il y a 30 cm d'écart entre la longueur de bras de Francis et de Mike. Et donc, du coup, automatiquement, l'usage que Ngannou va faire de ses bras ne peut pas être le même, quand bien même il souhaiterait copier le mouvement de Tyson, ne peut pas être le même que celui de Tyson. Donc ça, c'est un élément impactant. Et essayer de faire du Tyson avec des bras qui font 30 cm de plus, c'est impossible. Donc, c'est ça qui va être intéressant de voir, c'est comment il va arriver à mettre en place des conseils que Tyson lui aurait donnés en adaptant ça à sa morphologie. Quand on va un peu plus loin, et là, il va falloir me croire sur parole, Mike Tyson, c'était à la fois quelqu'un qui a une envergure de bras courte, donc il oblige à aller proche de son adversaire pour l'impacter, mais qui en plus avait, dans la manière qu'a son cerveau d'utiliser ce corps, un besoin d'interaction proximale. Ça veut dire quoi? Mon système nerveux, il aime agir, si on devait le catégoriser en 2 manières, ou loin ou proche. Et du coup, Mike, il avait à la fois les bras courts et il aimait travailler en plus en zone courte et proximale. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la boxe, certes, il est obligé d'aller au contact du combattant, mais même dans les entraînements, sa manière de bouger, on vous avait expliqué ça précédemment dans les podcasts précédents, on regarde tout un tas de vidéos, quoi qu'il fasse, il aimait le faire proche. Donc, son système nerveux, pour être efficient, pour être équilibré, coordonné, il a besoin d'être proche de ceux avec quoi il interagit. À l'inverse, à Ngannou, c'est pas du tout ça, c'est quelqu'un qui a une motricité, ce qu'on appelle nous, beaucoup plus distale, et distale, c'est interaction de bras ou de jambes, alors pas forcément des bras ou des jambes complètement tendues,
ou légèrement fléchi, mais pas complètement fléchi. Bien sûr que dans tous les combats qu'il fait, c'est avant tout le contexte qui le dicte. Il y a des moments, et notamment Overeem, où il met un crochet, un uppercut, mais si vous regardez l'uppercut contre Overeem, il n'a pas le bras ultra plié comme pouvait l'avoir Mike Tyson quand il te contacte, il a le bras légèrement fléchi. Et ça, c'est clairement la distance force de Ngannou. Mais du coup, si Ngannou s'amuse à interagir en proximal, très proche comme le fait Mike Tyson, bah pour moi, il va pas durer longtemps parce que ça va impacter directement sa capacité de coordination, c'est-à-dire l'équilibre. Son cerveau se coordonne moins bien, quand tout est proche de lui. Et du coup, ça va avoir une incidence sur son degré d'énergie. Quand on va un petit peu plus loin et qu'on regarde un petit peu comment l'un et l'autre bougent, Mike Tyson, c'était d'ailleurs ce qui faisait sa force, il amorçait le mouvement à partir du bassin et du coup, il bougeait le bassin, mais il associait très bien sa ligne d'épaule. C'est pour ça qu'il était très fort en déplacements latéraux. C'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle, nous, un associé. Quand on regarde la structure, c'est comment j'associe le haut de la partie basse de mon corps, donc le bassin et les épaules. Mike, il associait les deux. Francis, lui, c'est un dissocié. Quand vous regardez son combat, quand vous regardez ses frappes, sa ligne d'épaule pivote par rapport à son bassin qui reste fixe, ou l'inverse, plutôt le bassin tourne et la ligne d'épaule, elle reste fixe. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que son système nerveux s'équilibre mieux pour produire de la force et de l'énergie en dissociant les deux lignes. S'il copie Mike, ça veut pas dire qu'il peut pas le faire, mais s'il copie Mike, il va automatiquement par ricochet baisser son degré d'énergie parce que ça va lui demander un effort accru versus Mike pour qui c'était beaucoup plus naturel. C'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne vendredi où je fais une analyse détaillée du KO de Francis Ngannou contre Alistair Overeem, où on voit clairement quand tu fais image par image, donc fraction de seconde par fraction de seconde, que son uppercut, c'est d'abord le buste qui l'envoie et ensuite il y a ses jambes qui vont suivre et qui vont se repositionner dans un second temps. C'est pas synchronisé. Ouais, c'est pas d'un bloc, exactement, ouais, tout à fait. Donc, on est d'accord que tout part du bas, des appuis, de la poussée, mais après chacun la disperse et équilibre les différentes structures corporelles, différentes masses qui composent la structure corporelle de manière différente. Et donc là, pour le coup, si copie Mike, peut-être qu'il le fera très bien et tant mieux pour lui, mais pour moi, ça sera quelque chose de beaucoup moins naturel. Et d'ailleurs, on le voyait, petite parenthèse, on le voyait dans ses entraînements, même filmé avec Mike. À un moment, Mike lui demande un enchaînement face à son coach là, j'ai oublié le nom, celui qui a le black sympa là, qui a les cheveux. Dewey Cooper. Voilà, exactement, avec sa grosse voix là. Et on voit que Mike lui montre un enchaînement qui lui paraît naturel, et Francis se place. Et il y a un temps de latence. Et nous, qui avons un petit peu l'habitude de l'analyse du mouvement, quand on le voit faire, moi, je vois quelque chose de pas naturel, en fait. Il le fait, et quand il tape, il doit faire très mal. Mais je me dis que ça, répéter X fois, ça va être compliqué. Et du coup, si on essaie de comprendre la grille de lecture que nous apporte l'observable et l'analyse du mouvement, eh ben oui, pour la caméra, quand en face, t'as pas Tyson Fury, je peux faire. Mais par contre, si je dois le répéter X fois, ces enchaînements que fait Mike en proximal, en pliant le bras, compliqué. Je vous propose maintenant de regarder un petit peu un effet zoom sur un mouvement type. Donc là, on va dire que globalement, on est donc en haut, vous avez Fury, en bas, vous avez Ngannou. C'est comment chacun, en étant à distance éloignée, donc ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire plus éloigné que la distance d'un bras tendu, comment chacun arrive à pénétrer la garde de l'autre et donc à amener, on va dire en simple, un jab et un cross arrière. Si on s'attarde un petit peu sur Tyson Fury en haut, regardez comment il provoque de l'énergie vers le haut. Il met du rebond, hop, voilà, là il impulse. Il met de l'énergie vers le haut. N'oubliez pas que c'est comme un gars qui fait 2,6 m, 122 kg. Et malgré tout, il met du ressort et du rebond en dessous. Souvenez-vous, en préambule, de la structure. Tendons, muscles au niveau des cuisses, certes musculeux, mais plutôt filaires, comparé au volume du corps auquel on pourrait s'attendre. Long segment inférieur, long membre inférieur, mollet plutôt filaire. C'est très propice à produire de l'énergie élastique et du rebond. Donc, il s'active beaucoup en produisant plutôt une force motrice vers le haut. À l'inverse, en dessous, quand vous regardez Francis, au moment où il impulse, il plie, il fléchit. Donc, il utilise ses grosses masses musculaires. Là, vous le voyez. Il est complètement fléchi. Le genou, regardez derrière, ça plie, ça pousse, ça s'ancre au sol. Ça produit plutôt de l'énergie de flexion et plutôt de l'énergie concentrique. Donc ça, je vais vous la remettre une deuxième fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et donc, quand on le synthétise sur le tableau qui est sur votre droite, Fury produit une énergie dispensée plutôt vers le haut pour faire émerger un mouvement. Ça utilise certaines chaînes musculaires plutôt postérieures qui permettent de enclencher le mouvement et donc du coup d'avancer, d'aller chercher la distance, alors que Ngannou, lui, il pousse plutôt vers l'avant. Le mouvement que vous voyez émerger, c'est du rebond pour l'un et de la poussée pour l'autre. Et enfin, le type d'énergie musculaire, c'est plutôt du versant excentrique, c'est-à-dire c'est chercher de l'élasticité au niveau du système tendinomusculaire pour Fury, alors que pour Ngannou, c'est plutôt une énergie concentrique, quelque chose qui va étirer le muscle pour venir le contracter fortement et aller chercher un système de poussée.
Donc on a quelqu'un de plus aérien contre quelqu'un de plus ancré au sol. Et Exactement. j'ai juste envie de rebondir sur la petite séquence que tu as mis sur Tyson Fury, mais c'est superbe en fait ce qu'il fait parce qu'il engage sur son jab cross et désolé pour les grands fans de boxe anglaise, c'est peut-être pas exactement ça, mais j'ai l'impression qu'il fait un V-step inversé, donc un cheminement en V sur ses jambes, ce qui lui permet de passer en gaucher à la fin de la séquence. Donc là, on le voit envoyer son direct. Ici, il passe en gaucher, il envoie sa gauche qui est devenue son bras arrière. C'est un travail d'angle qui est absolument, enfin, qui est super beau. Et je me dis que face à quelqu'un qui est plutôt ancré au sol, Ouais. dans ce genre de séquence, Ngannou aura un temps de retard. Le temps que lui pivote, il y a déjà une frappe suivante qui est venue du côté de Tyson Fury. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que ça va dans le sens, et Fury est capable de le faire à la fois en déplacement avec ses jambes, mais également figé au sol avec ses deux appuis au sol, du fait de la largeur de son bassin, où il peut facilement transférer ses masses latéralement, comme il avait fait contre Deontay Wilder sur d'autres chocs, en utilisant du coup ses grands humérus et donc des crochets qui viennent le chercher à la tempe. Donc ça, c'était vraiment, ça aussi, c'est un élément parmi tous les autres qui vont être déterminants pour voir comment Francis arrive à s'adapter à quelqu'un qui bouge en permanence, soit avec une énergie qui est distillée avec du rebond vers le bas, soit fixée au sol et en bougeant le buste. Voilà les amis. Eh ben, on voulait faire quelque chose de plus digeste que d'habitude. Je pense qu'on a touché la demi-heure, Voilà. donc on s'y retrouve. C'est plus digeste que d'habitude, et en tout cas, c'était toujours aussi instructif et aussi agréable à voir. Donc, je pense que, enfin, et je parle pour moi, mais donc j'imagine qu'une partie de l'audience, voire toute l'audience, ça va leur permettre de regarder le combat avec un nouvel œil, quand on comprend mieux comment l'énergie est générée d'un côté comme de l'autre et que c'est quasi des logiques opposées. Ça va permettre vraiment de regarder ce combat en mode ok, je vois à quel point Francis Ngannou va plus ancrer dans le sol, plus rester, j'ai pas envie de dire statique, mais moins axé sur les changements d'angle et plus axé sur générer de la puissance avec de la force face à quelqu'un de peut-être plus agile, plus aérien, qui va beaucoup plus bouger autour de Ngannou pour chercher à attaquer sur des angles dominants sur lesquels Ngannou sera incapable de générer un contre intéressant ou puissant. Exactement. Juste pour compléter l'analyse, si ça peut intéresser, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le poids. Et on a deux combattants qui font 13 cm d'écart et qui, je pense, sur la balance, vont pas être loin l'un de l'autre, respectivement. En moyenne, Fury, c'est du 120, 122 kg, 117, 122 kg selon les combats. Et Ngannou, s'il met pas un frein à son poids, il peut facilement monter à 115, 120 kg. Et pourtant, il fait 13 cm de moins. Il a des os épais, des os lourds. Et ben ça aussi, ça va impacter le degré d'énergie, la manière de bouger. Il n'empêche que c'est encore une fois un paramètre qui est pas forcément en faveur de Francis et qui va certainement l'inviter à être obligé d'aller chercher peut-être le coup déterminant dans les premières minutes du combat. Et plus le temps Alors, va passer, plus ça va être compliqué. Ouais. euh, il y a quelques articles, alors je sais pas dire si c'est bon, si c'est valide ou pas, mais plusieurs articles disent que Francis Ngannou prévoit d'être à 122 kilos pour ce combat. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc ouais, donc il Euh, mise tout sur la force là, il mise tout sur c'est la. c'est ce que Ouais. j'allais dire. Donc il n'est pas en train de vouloir Ok, matcher la vitesse de Fury. Enfin, si on doit lire entre les lignes et si on veut ouais, faire confiance à cette news, mais il est clairement parti pour se dire, ok, il faut que je touche une fois, il faut que je connecte une fois, il ok. faut que je connecte bien, il faut que je l'éteigne, même avec un déficit de vitesse. Bah, il joue sur sa force, il a raison. Il a joué, enfin, sur sa force à la fois physique, mais sur sa force, son point fort. Dans les deux Et sens du de terme, ouais. toute façon, c'est effectivement, il peut pas rattraper le reste. Donc là où il peut faire la différence, c'est là-dessus. Bravo à lui. À un moment, faut décider, c'est choisir, s'éliminer, et il choisit la force. Ok, bah ça va être intéressant de voir un peu comment il arrive à imposer justement son point fort à Tyson Fury. Ouais. Magnifique. Un tout grand merci pour ton travail, pour ton temps, pour ton partage sans filtre. Ça fait énormément plaisir. Tout le monde, si vous avez envie de contacter Mathieu et son équipe pour différentes raisons, comme je l'avais dit dans le dernier podcast, ça peut être des raisons sportives comme des raisons tout simplement humaines. Je pense que le travail que vous réalisez est utile pour monsieur, madame, tout le monde également. Euh, En description de la vidéo, il y a les réseaux, il y a le site, c'est très facile de les contacter. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que vous étiez ultra disponible, donc il faut vraiment pas hésiter à leur envoyer un message pour des questions ou même pour demander plus de précision par rapport à leurs différents services. Mathieu, un tout grand merci à toi. Merci à toi, Chris. Merci à tous pour l'audience et l'écoute. C'est top. Merci à tous.
Belle journée à toi, belle journée à tous. Merci, Ciao, ciao. au revoir.